Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, nous recevons Sébastien Martinez. Alors, comment se passe votre voyage, Ouais, très bien pour le moment. Je suis arrivé donc, il y a 3 jours. C'est un court séjour, mais c'est vrai que le décalage horaire, donc ça me permet de rencontrer les Québécois. Et c'est vrai que je suis très surpris, c'est très, très chaleureux et c'est un peu comme on l'avait décrit en France. Beaucoup de bienveillance et d'enthousiasme. Ça, je suis assez impressionné par cette énergie communicante. Alors, nous, on est assez impressionnés, en tout cas moi je le suis et l'équipe avec moi bien sûr, sur le livre que vous venez de dire qui s'appelle Une mémoire infaillible, publié en France et dont le titre est au Québec Une super mémoire. Alors, Oui. alors d'où est venue l'idée d'écrire ce livre? Alors, l'idée d'écrire ce livre, elle remonte il y a longtemps, même dès 2009, quand j'ai découvert ces stratégies de mémorisation, où moi j'étais un élève assez bon en sciences, donc tout ce qui était physique, maths, j'arrivais à enregistrer facilement. Mais par contre, tout ce qui était apprentissage par cœur, comme le français, l'histoire, l'anglais, bah là j'étais plus là, quoi. J'arrivais plus à apprendre. Et c'est là où, comme je disais, un des premiers livres que j'ai découvert, donc c'était ce psychologue, qui m'a fait découvrir qu'il existait des stratégies de mémorisation. Et j'ai fait mon premier exercice qui consistait à mémoriser 20 mots. Sans technique, j'ai fait 5 sur 20. Et après, 5 minutes après, avec une technique, j'ai fait 20 sur 20. Donc ça a été un premier déclic. Et je me suis dit, mais tout le monde devrait connaître ces stratégies, tout le monde devrait apprendre à mémoriser. Pour moi, on est tous des génies de la mémoire. Il y a vraiment 2 secrets. Un, c'est connaître les stratégies et 2, s'entraîner. Mais techniquement, je sais qu'il y en a qui me disent avec l'âge, j'arrive moins bien à mémoriser, mais techniquement, c'est faux parce qu'on peut tous faire rentrer des informations. Par contre, on va pas passer le même nombre d'heures à apprendre soit la musique, soit apprendre des informations sur les voitures, sur l'histoire. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui est important, c'est qu'on a tous ce potentiel. On va parler de vos stratégies. D'abord, celle que vous appelez mettre du sel dans son sac. Oui. Alors, le sel, vous expliquez que déjà, il y a 3 significations et 3 mots. Sel, S comme sens, enfance et lien. Oui. Alors, expliquez-nous cette stratégie du sel. L'idée, ce sel, c'est… Parce que ce qui est important à savoir, c'est que pour mémoriser, il faut créer du lien. Et pour créer du lien, il y a 2 chemins. Soit le chemin de la logique, soit le chemin de l'imagination. Un peu loufoque. Et malheureusement, quand on est jeune, on utilise beaucoup l'imagination. Et plus on grandit, et moins on l'utilise. Et plus on utilise le chemin de la logique. Et là, ce que j'ai voulu vraiment montrer, c'est qu'avec ce sel, c'est comment on crée des liens de manière plus loufoque, avec l'imagination. Et donc ces stratégies, j'en parle au début, par exemple, si on a une liste d'informations, d'items très concrets à retenir, il faut juste s'inventer une histoire, donc avec l'esprit, comme on peut avoir l'habitude de faire quand on est jeune. Dans n'importe quelle situation. Dans n'importe quelle situation, on peut inventer donc, une histoire qui, à la fois, utilise ses 5 sens, parce qu'on est des êtres. Et ça, il faut reprendre là-bas. Si je vous demande de revivre un souvenir qui s'est passé hier dans votre vie, je suis sûr que ce souvenir, si vous prenez le temps de l'avoir en tête, dans ce souvenir, il y a des informations visuelles qui sont là, il y a des couleurs, des formes, il y a des sons, il y a des sensations. Vous avez peut-être chaud, froid dans ce souvenir. Donc inconsciemment, tout le temps, on encode nos souvenirs avec nos 5 sens. Donc l'idée, c'est que pour créer une bonne histoire, il faut imaginer avec ses 5 sens. Deuxième règle, il faut réveiller cette flamme d'enfant, donc s'autoriser à tout est possible. Et dernière étape, c'est créer un lien. Donc imaginez que chaque élément est lié. Je donne l'exemple au début avec un taureau qui a des talons, et ce talon est propulsé sur un panneau. Donc si on prend le temps d'imaginer ce taureau qui est en escarpin avec ses talons et qui jette ce talon dans un panneau, en le vivant, on s'en rappelle beaucoup facilement. Ensuite, vous parlez du sac. Du sac, donc S comme sélection, A comme association et C comme connexion. Oui. Alors expliquez-nous cette deuxième qui est liée au sel. C'est une continuité. C'est une continuité, oui. C'est ça. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est mon côté un peu ingénieur. J'ai mis des procédures un peu dans les stratégies de mémorisation qu'on pouvait entendre, mais l'idée c'est vraiment de mettre des étapes. On fait la première étape, deuxième étape et ça fonctionne, troisième étape et ça marche. Le sac, moi l'idée c'est qu'à chaque fois vous avez 2 informations à connecter. Si je prends l'exemple des capitales ou apprendre une langue, dans le livre là je parle de la Biélorussie. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, très tout bien. à fait. Donc Biélorussie, spontanément, il y a 2 options. Soit vous connaissez quelqu'un qui vit en Biélorussie ou qui est déjà allé en Biélorussie, donc vous avez un lien logique. Mais si vous n'avez rien, il faut
associer ça à quelque chose de concret. Donc ça, Tout c'est à ça qui est fait. important. Donc A comme association. Donc Biélorussie, on peut penser à une belle russe. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça veut dire Minsk. Donc Minsk, ça vous fait penser à quoi? Minsk, Mini qui fait du ski, ou Mink, ouais, du vison. Donc on peut imaginer, donc, allez, par exemple, Mini qui fait du ski. Et on a cette belle russe qui est Mini qui fait du ski. Et donc là, on peut facilement imaginer cette belle russe, elle est sur les pistes. Et il y a cette Mini là, qui déboule la neige et qui arrive et qui percute cette belle russe. Et donc ça crée toute une scénette, toute une histoire. Et lorsqu'on respecte ces trois étapes, un, sélection, donc on prend les deux informations, Biélorussie-Minsk. Deux, on associe donc une belle russe et Mini qui fait du ski. Après, on crée une histoire, une connexion. Et après, quand je vous pose la question, la Biélorussie, c'est quoi la capitale? Donc ça vous fait penser à quoi la Biélorussie? La Russie. Voilà, la belle russe. La belle russe, elle fait quoi? Ou elle rencontre qui? Elle rencontre Mini qui Oui, fait oui, ça, voilà, Mini qui fait du ouais. ski. Et donc Mini ski, Je suis ça un fait. peu. Oui, ça fait Minsk. Je suis- Mais alors, faire travailler l'imagination et la créativité, ça fait partie Clairement. de votre technique et de votre stratagème. Et ça, c'est s'autoriser. Et c'est encore ce que je vous disais. C'est quand je travaille avec des jeunes qui ont 8 ans, cette partie d'imagination, elle est constamment Elle est là. constamment là. Par contre, plus on passe dans notre système éducatif et moins, enfin c'est notre culture, hein, moins on sollicite cette imagination et on s'autorise uniquement à utiliser des liens logiques. Mais ce qui est incroyable, c'est d'utiliser les deux en même temps. C'est comme on a deux bras. Si on n'utilisait qu'un seul bras, ça serait moins efficace que d'utiliser deux bras. Mais là, c'est exactement la même chose. Moi, l'idée générale qui en sort à chaque fois que j'ai des jeunes, des élèves, c'est s'autoriser à faire ce que l'on aime. J'ai plein de jeunes, ou même des moins jeunes, qui me disent « Moi, aujourd'hui, demain, je veux faire tel métier ou tel métier. » Et ils me disent « Mais je veux faire tel métier parce que j'ai les capacités de faire ce métier, mais rien d'autre. » Et quand on passe ensemble et qui prend conscience que son potentiel, il n'est pas juste là. Donc, il se projette plus dans ce qu'il pense être capable de faire, mais plus dans ce qu'il a vraiment envie de faire. Et moi, c'est vraiment ça qui m'anime. Et ici, il y a un message simple, c'est que la mémoire, ça ne devrait pas être un frein, mais c'est juste un moyen d'y arriver. Et c'est un détail, on est tous des génies, on peut tous y arriver. Il faut juste savoir qu'est-ce qui nous anime et y aller, et foncer. Je voulais revenir sur la Major System qui est qui est plus complexe. Et sur les langues que l'on peut apprendre en 3 mois. Alors ça, c'est quand même assez incroyable pour quelqu'un qui s'installe dans un autre pays ou un immigré, un expatrié ou peu importe. Il faut s'adapter à la langue du pays dans lequel on vit. Alors qu'est-ce que vous conseillez pour ça? Alors déjà, pour apprendre une langue, alors là où l'idée, alors là, il y a plein d'études sur comment apprendre une langue. Moi, ce que je me base, c'est comment avoir le premier, on va dire, capital de vocabulaire pour pouvoir se débrouiller. Donc, moi, les stratégies que je développe, c'est hyper efficace lorsque vous voulez enregistrer du vocabulaire, des phrases courtes, pour après se débrouiller. Donc, l'idée, c'est la méthode du sac. C'est vous prenez un mot, à quoi il vous fait penser, la traduction à quoi ça vous fait penser, et après, vous créez un lien. Je prends l'exemple de brain en anglais. Bon, ça y est. Le cerveau. Cerveau, voilà, on peut le savoir, mais si on ne le sait pas, on peut imaginer brain. En français, ça fait un brin d'herbe, par exemple. Et cerveau, on peut imaginer un cerveau, on a tous cette image d'un cerveau un peu visqueux. Et là, il y a juste à imaginer une histoire entre les deux. Ça peut être un cerveau avec de l'herbe qui pousse. Ouais, c'est de la fraîcheur peut-être de l'herbe, vous avez la couleur. Et lorsque vous créez une association, ça reste en tout cas, ça reste à moyen terme. Après, l'idée qui est importante pour pouvoir retenir à long terme, c'est de consolider, c'est-à-dire réviser. Et lorsqu'on révise, il faut réviser de manière espacée. Alors, il y a plein de structures, il n'y a pas de théorie très exacte là-dessus, mais l'idée, c'est par exemple 1 heure après, il faut réviser, 1 jour après, 1 semaine après, et au fur et à mesure, on étale. Donc ça, c'est le premier point pour apprendre des langues. Et en général, on dit, si on connaît au moins entre 600 et 1000 mots dans une langue, on est capable de bien se débrouiller. On est capable de gérer une conversation, Ouais, de la comprendre c'est et ça, d'y répondre. le minimum. Et, 3 mois, c'est pas long. Oui, mais 3 mois, si on prend 10 mots par jour, en 30 jours, donc en 3 mois, ça fait 900 mots. C'est un détail. Et 10 mots, c'est quoi? C'est 10 minutes peut-être par jour. Hein, c'est vraiment un détail. Après, ça ne veut pas dire que derrière, c'est important peut-être de s'entraîner à l'aspect auditif, de lire, enfin pas de lire, mais d'écouter des films dans la langue ou des reportages. Donc, après, s'entraîner, solliciter les autres canaux. Mais en termes de vocabulaire et d'apprendre pour se débrouiller, c'est un détail. Hein. Vous avez dit dans le Libération,
ce n'est pas l'élève qui doit s'adapter à l'école, mais l'école qui doit s'adapter à l'élève. Qu'est-ce que vous répondez à ça concernant les autres pays ou bien la France, pas plus particulièrement? Mais je pense qu'on est, on est tous d'accord avec ça. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout système, pendant un temps, mais je travaille avec plusieurs élèves, des élèves et des enseignants, et il y a cette frustration d'un système qui nous enferme en quelque sorte, qui nous empêche d'innover, de créer. Et c'est clair que on a besoin d'un système qui s'adapte aux individus, aux humains, et non pas que l'humain s'adapte au système. Donc ça, c'est une évidence. Et je suis convaincu qu'avec toutes les pédagogies qui sont en train d'émerger, et puis moi par rapport à ce que je développe, c'est tout comment faire pour apprendre à apprendre, comment mieux mémoriser. C'est ça. Pour moi, c'est une évidence. Et dans 10 ans, ma vision, c'est que dans 10 ans, ce sera une matière enseignée à l'école. C'est ça. J'ai cette conviction que ça J'allais le vous sera. poser la Et ça le question, sera dans mais 10 ans. vous venez de répondre à ma question avant même que je vous l'ai posée. C'était de parler de vos projets. Oui, j'ai la chance alors c'est encore que des projets, mais de rencontrer certaines personnes, des recteurs, des enseignants, des directeurs d'école, pour arriver à mettre en place, parce qu'on est tous d'accord que dans le système, il y a 20 ans, un élève qui sortait du système éducatif, tout ce qu'il avait appris, on va dire il y a 50 ans, allait lui servir toute sa vie. Aujourd'hui, on sait que les informations que vous apprenez aujourd'hui, dans 2 ans, elles sont obsolètes. Donc un individu doit se reconstruire constamment. C'est ça. Et pour pouvoir se reconstruire, je veux dire, la capacité numéro 1 à apprendre, c'est comment apprendre à apprendre. Ça paraît une évidence. Donc on travaille là-dessus, je suis sûr que ça va venir, c'est qu'une question de temps. Et je suis très enthousiaste par rapport à cette idée. Tout à l'heure, on parlait des synesthésies et des émotions. Maintenant, on va parler de la Major système. Major système. C'est l'autre technique, oui. Oui, on parlait du SAC, donc apprendre une langue. Major système. Alors ça, c'est quelque chose d'avancé plus. L'idée, c'est comment retenir des chiffres. La difficulté avec les chiffres. Etc. C'est quoi la difficulté avec les chiffres? C'est que c'est pas très concret. Si je vous donne le 12, je ne pense pas grand-chose. Par contre, il y a certains chiffres qui vous parlent. Si je vous donne votre date de naissance, ça va vous parler. Je pense que si à Montréal, je vous dis le 514, vous pensez souvent le numéro de téléphone donc, qui commence par ça. C'est ça. C'est ça, donc vous avez des images qui vous viennent. Et l'idée, c'est comment faire pour rendre concret les chiffres. Pour ça, il y a plein d'athlètes qui sont posés la question. C'est intéressant ça. Moi, j'ai aimé, racontez-nous. Vous le racontez mieux que moi. C'est ça. Et alors, il y en a plein qui ont étudié. Le dernier en date qui a affiné ce système, ce major système, c'est Aimé Paris au XIXe siècle. Et il nous dit, donc lui, il transforme les chiffres en consonnes. Et ces consonnes, il rajoute des voyelles et ça fait des mots. Donc c'est comme ça que l'on peut imaginer donc, des chiffres, on les transforme en images. C'est ça. Il faut juste, donc la clé de voûte, c'est connaître ce code. Ce code qui est le 0, c'est le S ou le Z, le 1, c'est un T ou un D, le 2, c'est un N, 3, M, etc. Vous cherchez sur Internet ou sur le livre, c'est marqué ce major système. Mais tout est expliqué dans le livre. Oui, c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est par rapport à l'histoire que je vous donnais tout à l'heure là, sur le sel, où l'idée, c'est que l'histoire que je vous fais mémoriser au début, là, ça vous permet de retenir une liste de chiffres sans s'en rendre compte. Donc c'est ça qui est intéressant aussi de... tout est lien en fait, tout est lié entre dans le sel, le SAC et la major système. Tout est lien à chaque fois, mais il y a une évolution perpétuelle. C'est ça, c'est une technique qui arrive à la fin. C'est ça. L'idée, c'est vraiment d'y aller étape par étape. Ouais. Tout dire pour laisser le lecteur acheter le livre. Suspense. Le suspense. Vous écrivez que l'art de l'apprentissage est circulaire. Oui. Expliquez-nous pourquoi. C'est ça. Pour moi, apprendre... encore une fois, il faut revenir au début. Pendant toutes nos études, on nous demande d'apprendre. Et jamais on nous dit comment faire. Oui. Alors que dans tout métier, si on vous dit tiens, apprends à planter un clou, on te dit pour planter un clou, tu prends un marteau, tu tapes, ça marche. On nous montre les outils qui correspondent à chaque situation. Pour faire un trou, on prend une perceuse. À chaque fois, il y a un outil, quelque chose de concret. Pour apprendre, on ne donne jamais ça. Et c'est moi, toute ma démarche, c'est de dire dans chaque situation, quels sont les outils percutants pour que ça fonctionne.
Et donc pour apprendre, donc d'abord il fallait définir qu'est-ce que c'est qu'apprendre. Pour apprendre, pour moi, il y a 4 étapes. Première étape, il faut être motivé. Pour être en capacité d'avoir envie d'y aller. Une fois qu'on est motivé, après il faut comprendre les informations. Donc ça c'est la deuxième étape. Une fois que l'on a compris, il faut enregistrer, c'est-à-dire mémoriser. Ça c'est la troisième étape. Et enfin la dernière étape, une fois qu'on a mémorisé, il faut faire en sorte de ne plus oublier. Et ça, l'oubli, c'est ce que j'appelle l'ancrage. Et ce qui est assez incroyable dans cette dernière partie, c'est lorsque vous réussissez, on vous rend une évaluation, vous avez 20 sur 20, ou vous rencontrez quelqu'un, vous êtes capable de redonner son nom. Vous voyez, c'est quoi la sensation qui vous habite quand vous y arrivez? Vous vous sentez comment? Moi, je me sens émue ou bien en émoi, c'est la même chose. Content, c'est ça? Content, satisfait, joyeux. Il y a une émotion qui ressort. C'est positive en tout cas. Bien sûr. Et de cette émotion positive, on a encore plus de motivation. C'est ça, ça engendre plus de motivation. Et c'est là où c'est circulaire, c'est qu'on rentre dans un cercle vertueux. On est encore plus motivé pour mieux comprendre, pour mieux mémoriser, mieux ancrer. C'est de la logique quelque part. C'est complètement logique et c'est cohérent. Et ce qui est important, c'est que dans chaque situation, il y a des outils. Alors là, dans le livre, principalement, j'approfondis vraiment la partie mémorisée et un petit peu ancrée. Mais bien sûr, il y a toutes les autres parties qui sont importantes pour que ça fasse un tout. Expliquez-nous les autres parties. Alors les autres parties pour la motivation, comme je vous disais, donc, alors là, il y a plein de choses sur... alors j'en parle un petit peu, c'est décomposer aussi son travail pour prendre l'habitude d'être toujours en alerte et surtout enthousiaste lorsqu'on travaille. Donc là, il y a des stratégies de séquentage du travail. Après, il y a des stratégies, mais ça, c'est dans d'autres univers de coaching, de pourquoi j'ai envie de faire ça, comment. Donc ça, c'est la partie motivation. Après, il y a toute une partie compréhension. Donc ça, c'est un pan énorme, notamment en tant qu'ingénieur, c'est important de comprendre. Et pour moi, alors c'est en 2 mots, s'il y a vraiment une chose importante, c'est aujourd'hui, on a l'habitude d'apprendre sur des cours linéaires, c'est-à-dire grand 1, petit a, petit b, enfin des phrases. Et pour mieux comprendre, il vaut mieux passer dans une forme visuelle. Et visuel, il y a plein de formats visuels. Ça peut être des tableaux, des schémas, des cartes mentales, des organigrammes. Enfin, il y a plein de schémas, de schématisation visuelle qui permettent de mieux comprendre, de prendre du recul et d'avoir un meilleur accès à la connaissance. Donc je pense que c'est ça le fondement de comment mieux comprendre. Qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous avez pas mal de retraités? Parce que moi, j'ai déjà parlé de vos livres à des gens plus âgés que nous, nos parents ou nos grands-parents, qui se posent des questions, qui ont peur. Alors, est-ce que la peur est un frein, justement, rassurez-nous ou rassurez-les? Oui. Mais qu'est-ce qu'on peut leur dire pour justement les motiver à réapprendre comme avant, comme autrefois? C'est ça, souvent la peur de ces maladies du cerveau. L'Alzheimer, par exemple. Alors, déjà, la bonne nouvelle, c'est tant qu'on a l'impression qu'on est moins bon, donc ce qu'on appelle la plainte mnésique, c'est que c'est bon signe, c'est qu'on n'a pas de problème. En général, la maladie arrive quand c'est votre entourage qui s'en rend compte et que vous en rendez pas compte. Donc ça, c'est le premier point. Donc tant que vous avez l'impression que ça ne va pas, c'est que ça va bien. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et par rapport à cette plainte mnésique, pour moi, je suis convaincu que c'est plus on a d'expérience, plus on a de connaissances. Notre mémoire, elle fonctionne comme ça. Plus on a de connaissances, plus c'est facile d'apprendre de nouvelles connaissances. En tout cas, c'est plus facile de créer des liens avec les nouvelles. Et donc si ça peut rassurer tout le monde, c'est ça, c'est on a cette chance, plus on avance, plus on peut créer des liens. Il faut s'autoriser. Par contre, ce qui peut décroître, mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut se remuscler, c'est cette capacité, cette autorisation à créer des liens loufoques avec l'imagination. Et donc, c'est sortir un peu de cet aspect rationnel. Il faut le garder, mais il faut le compléter avec cette partie plus d'enfant, donc d'imaginaire. Alors moi, j'ai une question parce que nous vivons dans une société où la mémoire est un problème, est une préoccupation. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette préoccupation? Oui, c'est vrai que souvent on me dit, c'est ça, c'est ces technologies, on a peur que notre cerveau, on va dire, s'atrophie en quelque sorte grâce ou à cause de ces technologies, téléphones, ordinateurs. Et pour moi, il ne faut pas que ça soit une crainte, au contraire, c'est une force d'avoir tous ces outils qui sont hyper performants, qui nous permettent d'être beaucoup plus efficaces dans plein de domaines. Par contre, il faut arriver à comprendre notre fonctionnement pour ne pas être dépendant de ces technologies, de notre société. Par exemple, j'ai plein d'amis qui me disent, moi, dans mon téléphone, j'ai tous mes numéros.
Alors c'est bien parce qu'il y a tous les numéros dessus. Et quand j'en parle à mon père qui avant me disait que j'y connaissais les 50 numéros une cinquantaine de numéros de téléphone dans sa tête, je dis il y a quand même un équilibre à trouver entre les deux. Parce que si demain, lorsqu'on a tous nos numéros sur notre téléphone, on perd notre téléphone, et bon, on est complètement dépendant, on peut plus rien faire. Alors comment briller en société sans son smartphone? C'est ça, donc l'idée, ce qui est important, c'est ça, c'est trouver un équilibre pour pas être dépendant complètement de ces technologies, en gardant une certaine liberté et autonomie, mais tout en s'autorisant à travailler avec eux, parce qu'ils sont quand même redoutables d'efficacité. Donc pour moi, il faut prendre ça comme une force d'avoir toutes ces technologies, pas comme une crainte, mais une force où on... Oui, mais jusqu'où y a-t-il une limite? C'est là où il faut s'éduquer pour pas être comme un marteau. C'est comme un marteau, c'est un outil. Un marteau, on peut faire plein de belles choses, construire des maisons, enfin des choses incroyables, mais à la fin, on peut tuer quelqu'un. Donc il faut apprendre à s'en servir de la bonne manière. Modérément. À la fois modérément, mais aussi de manière constructive, pour pas, encore une fois, atrophier ou devenir dépendant. Moi, c'est vraiment ça, je pense, le plus important. À quoi sert et quel intérêt de mémoriser, selon vous? Il y a plein de raisons. J'ai envie de dire qu'il y en a deux. Il y en a une, c'est par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire d'être libre en quelque sorte, de ne pas être dépendant, donc autonome, d'une certaine manière libre dans notre société. Le deuxième point, je pense qui est fondamental, c'est qu'il n'y a pas de bonne décision sans mémoire. En clair, comment on fait pour prendre des décisions? En général, on prend une décision de manière, il y a soit rationnelle, soit intuitive, mais avec une série d'informations que l'on a, soit dans notre tête, soit écrit sur des papiers, tout ça. Et avec ces paramètres, on est en capacité de prendre une décision. D'accord? Donc là, tout le rôle de la mémoire est indispensable. Si on n'a pas ces éléments en stock, on ne peut pas prendre de bonnes décisions. Donc je pense que la mémoire est importante pour prendre de bonnes décisions. Quels sont, selon vous, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on vit un traumatisme, on a forcément une mémoire sélective. Oui. Mais comment faire quand, par exemple, des malades d'Alzheimer ou des gens qui vivent des traumatismes puissent désélectionner cette mémoire sélective? Ma question est peut-être un peu... Alors là, il y a deux cas quand même qu'il faut pas mélanger. Dans le cas d'Alzheimer ou de toutes ces maladies. C'est un traumatisme. Au-delà d'un traumatisme, c'est vraiment il y a une attaque au niveau structurel. Donc le fonctionnement vraiment cognitif est différent. Donc là, dans ce cas-là, je veux dire, je peux pas vous dire que les stratégies ça va pas. Enfin aujourd'hui, on ne sait pas en tout cas. On peut pas savoir si ça influe vraiment sur la partie disque dur. Par contre, donc, dans tous les cas où il y a des pathologies, il y a des spécialistes qui travaillent dessus. Donc là, je ne veux pas non plus m'avancer sur ce domaine, sur le changement, on va dire, physiologique du cerveau. Mais par contre, dans tous les autres cas où on va dire le traumatisme est plus d'ordre émotionnel, c'est-à-dire il n'y a pas de changement structurel, je veux dire, en termes au niveau cognitif, au niveau de la mémoire. Ça peut changer. Ça peut, mais pas dans le sens Alzheimer où il y a une détérioration vraiment. Non, mais on peut avoir des problèmes d'amnésie, oui, rétrograde, antégrade. Oui. Des choses comme ça. Donc c'est une question. Oui, dans ce cas-là, l'amnésie. Enfin voilà. Donc dans ce cas-là, c'est la deuxième partie de ma réponse. On a tous une mémoire sélective. Oui. Techniquement, à partir du moment où il y a la sélection, elle se fait de deux manières. Un, sur ce qui nous plaît. Donc on va plus facilement être intéressé, donc passer du temps et donc mémoriser ce qui nous plaît. Et elle se fait aussi de manière sélective parce qu'il ne nous plaît pas. Spontanément, notre cerveau a tendance, en général, à supprimer ce qui est négatif, en tout cas pour nous. Oui, il floute. Donc là, c'est un autre travail, à mon avis, que moi, c'est plus sur la partie... je suis à cheval avec cette partie émotionnelle, notamment avec l'imagination. Mais je pense que les personnes qui ont travaillé sur des traumatismes, et je pense que c'est dans plein de thérapies ou on va dire d'accompagnement là-dessus, si on travaille beaucoup sur l'imaginaire ou sur la relation qu'on a eue émotionnelle avec cet instant. Aussi. Donc on reconstruit. Alors, ça c'est mon interprétation, mais c'est plus assez personnel parce que c'est pas non plus un domaine que je traite habituellement. D'accord. Alors la mémoire, elle est sélective, oui, mais elle est aussi imposée dans notre esprit malgré nous. Oui, avec ce matraquage. Alors, et ça me fait penser, ce que vous dites, c'est hyper intéressant. On a tendance, c'est vrai, souvent dans nos sociétés, à voir le mauvais côté des choses, le verre à moitié vide. Et c'est important de contrebalancer ça parce qu'on sait aujourd'hui que les gens dépressifs, donc en général c'est plutôt les gens qui voient le mauvais côté des choses, ont plus une mémoire, enfin un des symptômes c'est une mémoire à court terme moins performante. Donc c'est important de
de contrebalancer ça et de voir plutôt le verre à moitié plein. Et il y a plusieurs études, et d'ailleurs c'est Pierre-Marie Liédot au début du siècle là, qui a mis en évidence qu'il y avait création de neurones dans notre tête. Et il y a plein de facteurs qui sont propices à cette neurogénèse. Et c'est important donc notamment l'aspect de la dépression, c'est pas un facteur propice. Il y a aussi, je sais que les athlètes utilisent beaucoup, les athlètes sportifs comme Laurent Manodou ou des gens comme ça utilisent la programmation neurolinguistique, la visualisation, puis l'affirmation. Oui. Et moi, j'ai pas mal étudié ça justement. Et je me disais que peut-être il y a un lien avec vos stratégies à vous qui auraient pu être intéressantes. C'est que le lien où on peut facilement le faire, c'est dans la partie l'imagination. Lorsqu'on vit ces stratégies, on s'aperçoit que l'idée, c'est on laisse partir son esprit et on invente des univers. Et on va dire, dans ces sportifs de haut niveau, ils font un peu la même chose, mais dans un objectif différent. Moi, mon objectif, c'est de retenir des connaissances. Eux, l'objectif, c'est plutôt de se projeter pour être dans un étage émotionnel le jour J. Enfin, ils se programment le jour J d'être au bon étage émotionnel, à la bonne performance et de l'avoir. C'est ça. Donc, c'est vrai où on peut penser que c'est la même chose, c'est dans la faculté, elle est assez proche, mais l'objectif est complètement différent. D'accord. Moi, c'est vraiment au service de l'apprentissage, de retenir, et eux, c'est plus d'atteindre une performance, un résultat. Vous vous imaginez comment dans 20 ans ? Je m'imagine toujours à faire ce qui me passionne, ça c'est clair. Alors j'ai beaucoup d'ambition pour l'entreprise que je crée et pour ce qu'elle peut donner au monde par rapport à l'apprentissage. Comme je dis, moi je suis convaincu que demain, c'est apprendre à apprendre, la mémoire, ça c'est enseigné dans les écoles. Ça c'est une évidence. Et dans 20 ans, j'espère que... il y a plein de choses. Il y a ça surtout. D'autres livres peut-être. Oui, des livres. Mais ça, ce sont des moyens pour y arriver. Ça, on va dire, c'est des détails. Ça va permettre de permettre de réaliser cette vision, cet objectif on a tous cette capacité d'apprendre et il ne faut absolument pas que ce soit un frein. C'est comme, encore une fois, c'est comme un clou. Vous voulez planter un clou, vous prenez quoi? Un marteau. Si je vous donne un savon, est-ce que ça va marcher? Non, vous n'allez pas y arriver. Vous allez vous faire mal, ça ne va pas marcher. Et pour moi, c'est du même ordre. Par contre, la différence entre les gens, si je vous donne un marteau et un clou et je vous dis plantez 10 000 clous, ben là, moi, je ne vais pas y aller, quoi. Ouais, il faut en avoir envie. Et c'est ça qui va faire la différence. Et donc pour moi, c'est les personnes qui ont envie de planter leurs 10 000 clous, il ne faut pas qu'ils prennent des savons, il faut qu'ils aient le marteau et qu'ils y aillent et qu'ils arrivent à apporter leur message au monde. Pour moi, c'est ça, c'est d'apporter donc les méthodologies, les procédures pour que les personnes puissent se réaliser pleinement. Vous m'avez parlé de Nelson Mandela tout à l'heure. Vous avez une certaine admiration. Oui, il y a plein d'hommes comme ça. Alors, il y a plein... Qui vous... Il y a Gandhi aussi. Enfin, il y a plein de gens qui sont intègres. Moi, j'aime beaucoup ces gens qui ont beaucoup d'intégrité. Et voilà. Et aussi, à Gandhi, il y a une phrase qui me parle beaucoup, c'est ma vie est mon message. Ouais, c'est à tel point qu'il intègre par rapport à ce qu'il fait, c'est qu'il dit juste aux gens, regardez ce que j'ai fait dans ma vie et ça correspond à ce que je dis. Alors ça, j'ai pas la prétention d'avoir ce niveau, mais en tout cas d'y tendre. Vous en êtes pas loin. Non, mais d'y tendre. En tout cas, j'ai cette ambition d'y aller. Alors, je sais pas si toutes les étapes seront à ce niveau-là, mais en tout cas de se dire, ok, si tu as envie de transmettre quelque chose, d'apporter, de donner des informations, mais avant de le donner aux autres, fais-le à toi-même, quoi. Fais les choses, quoi. Donc ça me parle beaucoup. Quel serait votre message, je dirais, aux jeunes, aux adultes et aux retraités? Est-ce que vous avez 3 messages différents à faire passer? Et aux étudiants, bien sûr. Quand je dis ados, je parle des étudiants. Oui, alors 3 messages. 3 générations différentes. Alors déjà pour les jeunes, c'est vrai que où je suis entre guillemets assez proche, j'ai 29 ans. C'est Mark Twain, c'est tout est possible. Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Et ça, on est dans une société où c'est incroyable tous les outils, encore une fois, qu'on a à notre disposition. Et ces outils permettent de contacter la planète en quelques clics.
ouais, on a une capacité à impacter le monde de manière facile. Et quand je dis le monde, ça peut être pas besoin d'impacter le monde pour être heureux, mais de faire ce qui nous plaît. Ouais, donc s'autoriser à faire, à vivre dans un univers qui nous épanouisse, où on est heureux. Donc ça, c'est le premier point. Pour les adultes, le message, il est un peu le même. Hein. Quand je dis adulte, je pense du coup à mes parents ou un peu plus jeunes, vous savez que c'est une autre, comment dire, une autre génération qui, eux, ont l'incroyable à la fois chance et devoir d'adaptation parce qu'ils ont connu un changement de société qui est juste incroyable. Ça, c'est vrai. Donc, l'évolution très énorme en très peu de temps. C'est ça, mais moi je me dis aujourd'hui, des fois il y a certaines choses qui arrivent et je me dis waouh, si je fais pas attention de rester quand même un minimum attentif, ça va tellement vite. Alors je me dis des personnes qui ont connu, ma mère qui me disait que chez sa grand-mère il n'y avait pas de toilette, c'était dans le jardin, donc il n'y avait pas d'électricité quoi. Donc c'est quand même un changement. Ils ont connu ces différents mondes. C'est que leur cerveau est on parle de plasticité cérébrale. On a tous, c'est-à-dire, ils créent de nouvelles connexions. Par définition, la nature de l'homme, c'est de s'adapter. Donc on est tous capables de s'adapter. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout, mais qui se disent que voilà, tout est possible et il faut rester quand même très optimiste en règle générale, quoi qu'on fasse. Si on veut atteindre notre but, notre objectif, il y a la mémoire certes, mais il y a aussi le côté pensif et penser sur la manière dont on trace notre avenir. C'est ça, mais c'est par rapport ça, c'est plus global, c'est par rapport au cerveau. Mais c'est avoir confiance en ce qui peut arriver, parce qu'il y a déjà tellement de choses qui sont arrivées, qui vont arriver, et d'être optimiste de ce qui va se passer. La mémoire est une manière de retrouver, le fait d'apprendre et de booster son cerveau, comme vous dites, et de le muscler finalement. Est-ce que ça apporte une certaine confiance en soi à un moment donné? Moi, je pense que oui, d'une certaine manière. À partir du moment où on est dans la réussite, on augmente la confiance. Et là, lorsqu'on voit, et à chaque fois que dans le livre là, de Une super mémoire, au Québec, qui a été adapté, il y a un exemple où je donne comment apprendre les premiers ministres canadiens. Et là, hier, j'ai fait une conférence et j'ai fait mémoriser à l'Assemblée. Et les gens, au début, ils disent non, c'est pas possible d'apprendre dans l'ordre comme ça en quelques instants. Et à la fin, lorsqu'ils voient qu'ils sont capables de réciter tous les présidents, les premiers ministres, à l'endroit et après à l'envers, ils disent ah ouais, je suis capable de le faire et ça booste un peu cette confiance en soi. Donc je pense qu'à partir du moment où on y arrive, forcément, on augmente la confiance. Et avec ces stratégies, comme à chaque fois qu'il y a du résultat, on augmente la confiance. J'aimerais savoir quel plan vous avez, parce que vous m'avez parlé un petit peu hors antenne de l'éducation nationale française, de faire partager le message en masse partout. Je veux dire, quel que soit le pays, finalement, votre message est complètement universel. Quel est le but, votre objectif à vous en matière d'éducation nationale? Alors là… Peut-être que je vais un peu loin. Non, c'est pertinent. Alors juste, je reviens, et pourquoi je fais ça aujourd'hui, avec des échanges avec un ami, c'était en Inde, il me disait, aujourd'hui dans le monde, il y a deux choses qu'il faut faire évoluer, qui sont problématiques dans le monde. Il me dit, un, c'est le système financier, et deux, c'est le système éducatif. Et je sais, quand il m'a dit ça, moi j'ai eu un peu des frissons quand il m'a dit système éducatif. Et j'ai eu cette conviction qu'il fallait que, d'une certaine manière, j'apporte une pierre à l'édifice. Encore une fois, c'est une pierre. Hein, je pense pas qu'il ne faut pas révolutionner tout, mais apporter au fur et à mesure une amélioration continue. Donc, par rapport à l'éducation nationale, et je suis sûr, elle est en pleine reconstruction, j'ai beaucoup d'espoir, en tout cas, encore une fois, je vous dis, apporter ces stratégies, une matière à proprement parler, comment mieux apprendre, comment mieux mémoriser. Et je pense que c'est tellement une évidence pour beaucoup de monde que ça va venir. Donc c'est un peu ça mon ambition, sur ce pan de comment faire rentrer des informations, mémoriser, une partie d'apprendre à apprendre.
ça va venir, quoi, parce qu'on est en pleine réflexion et ça avance. Et dans le monde, oui, dans le monde, forcément, aussi.